84 voix pour, 19 contre et 23 abstentions. Examen réussi pour Christophe Dabiré à l'Assemblée nationale. Mais le fait marquant de cette session de déclaration de politique générale, ce sont les larmes du Premier ministre lorsqu'il a parlé de réconciliation et d'unité du Burkina Faso. Les détails dans ce 19h30. Pendant ce temps, hier, le président de l'UPC rendait visite à ses militants à Kongoussi, Zéphirin Diabré, qui a appelé sa base à œuvrer pour le changement en 2020. Le tourisme burkinabé fait de la résistance face au contexte sécuritaire précaire. Grâce au tourisme interne, le secteur ne s'est pas effondré. Les chiffres dans notre chronique écho de ce lundi. Et puis, cinéma, le FESPACO célèbre ses 50 ans à partir du 23 février prochain. Ce soir, retour sur le parcours de ce rendez-vous majeur du cinéma africain et sur les défis majeurs auxquels il doit faire face. Bonsoir et bienvenue voilà, pour le sommaire de ce 19h30. Charge émotionnelle importante ce 18 février à l'Assemblée nationale. Les larmes du Premier ministre face au député Christophe Dabiré qui n'a pas pu se contenir lorsqu'il a évoqué la nécessité pour le Burkina Faso de recourir à la réconciliation nationale et à l'unité. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais avant, d'abord, direction Kongoussi, où le président de l'UPC est allé rendre visite à ses militants. Zéphirin Diabré, qui a encore une fois demandé à ses militants d'œuvrer pour le changement en 2020. Abdourazak Traoré. Au principal parti d'opposition, le mot d'ordre est désormais clair. Prêcher dans les 45 provinces du pays le changement de régime. La tournée entamée ce week-end a amené l'UPC dans le Bazega puis dans le BAM. À Kongoussi, face aux responsables des militants à la base, le discours n'a pas évolué. Le pouvoir en place a fait ses preuves dans l'incapacité et la seule alternative demeure l'Union pour le progrès et le changement. En 2015, on pouvait dire qu'on ne savait pas trop. Ils ont dit que c'était la solution, qu'ils avaient l'expérience parce qu'ils ont travaillé avec Blaise Compaoré pendant des années. Mais maintenant, les Burkinabés les ont essayés. Et 3 ans, ça suffit déjà pour se tirer une conclusion que ce régime-là ne peut pas gouverner ce pays. Il en est congénitalement incapable. Et il continue à aller d'erreur en erreur. Et ce n'est pas des histoires de nomination de Premier ministre ou de ministre qui vont le sortir de l'ornière. La seule chose qui va faire en sorte que ce Burkina-là redevienne ce qu'il doit être, c'est le changement de régime. Ces responsables de militants ont eu droit au développement de la nouvelle théorie de leur champion. La théorie du Zumbri a encore été étayée. La moindre querelle entre 2 personnes dehors, là, c'est quelqu'un qui meurt. Le moindre petit problème, c'est un problème, c'est un drame. Et ça, c'est depuis qu'eux, ils sont à la tête du pays. Il y a un problème. Ils nous rappellent bien entendu le Zumbri, que tous ceux qui sont ici connaissent. On dirait qu'il y a un peu c'est un journée qu'on a vu au Burkina Faso depuis 2016. Et ça prend feu pas. Je ne sais pas qui va nous aider à prendre ça, jeter au loin. Mais s'il peut, il a qu'à nous aider et faire vite parce que vraiment on est fatigué. Après son jugement contre le pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès, Zéphirin Diabré arrive à cette conclusion. L'UPC est le parti le plus légitime pour briguer la magistrature suprême en 2020. On peut comprendre qu'en 2016, on a été surpris. Mais on peut être surpris en 2019. Sauf qu'on a dormi. Sauf qu'on a été incapable de travailler. Sauf qu'on n'a pas su anticiper. Or, le principal devoir de responsable politique, c'est d'anticiper. Si on ne sait pas faire ça, on n'est pas digne du deuxième pays. On doit dégager vite. On n'a jamais tué quelqu'un. Jamais on peut dire l'UPC, alors ça que tu as tué un tel, c'est pas possible. Il n'y a pas de crime de sang sur nous-mêmes. Troisièmement, il n'y a pas de crime économique, il n'y a aucun détourneur parmi ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas géré. Pourtant, les autres partis-là, ont participé à ces échanges d'une journée les responsables des sections et sous-sections venues des communes de la province du BAM. Une rencontre qui revigore. C'est un immense plaisir dans la mesure où nous ne sommes pas en période de campagne, mais il était nécessaire que donc le bureau exécutif central puisse s'entretenir avec toutes les structures du parti dans la province afin que nous soyons tous au même niveau d'information pour préparer en fait les échéances à venir.
Au cours de sa visite, le président de l'UPC a rendu visite à la gendarmerie de la ville, un poste qui avait subi une violente attaque terroriste. Vous pouvez voir les images qui défilent sur vos écrans téléviseurs. C'était le 6 février dernier. Voilà, Zéphirin Diabré qui a encore une fois pointé du doigt la responsabilité du chef de l'État tout en rendant hommage aux gendarmes sur place. On l'écoute. D'abord, c'était un signe de solidarité à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, après l'attaque ignoble qu'elles ont subie. C'était important pour moi et ma délégation de réaffirmer cette solidarité-là et les encouragements du parti et de nos militants. Mais nous avons toujours dit les soldats font avec les moyens qu'on leur donne. On ne peut pas leur demander l'impossible. Vous voyez, ce sont des femmes et des hommes comme nous qui, c'est vrai, sont engagés dans le combat pour sauver l'intégrité du territoire ou assurer la sécurité des Burkinabés au pays de leur vie, mais ils ne peuvent avoir des résultats que si on leur donne les moyens adéquats. Voilà, donc nous pensons que nos soldats se battent, ils se battent même très très bien. C'est la chaîne politique là qui pose problème. Vous avez bien vu, par exemple, que le président du Faso a été obligé de limoger son ministre de la Défense et son ministre de la Sécurité, ce que l'opposition demandait depuis 2 ans, puisque nous on avait dit que ces 2 personnes étaient incompétentes. Il a résisté, mais s'il l'a fait, c'est que lui-même il a fini par reconnaître que vraiment ces 2 personnes étaient incompétentes. Oui, quand vous nommez des gens incompétents à ces postes importants-là, comment voulez-vous que la troupe puisse avoir des résultats? Donc c'était important pour nous d'aller saluer ces gendarmes en tout cas qui ont subi ce que tout le monde sait. Voilà, ces attaques terroristes, vous le savez, ont un impact réel sur le tourisme burkinabé, mais les choses n'iraient pas si mal que ça. C'est le sujet de notre chronique éco de ce lundi 18 février. Je vous le disais, malgré le contexte sécuritaire difficile, le tourisme burkinabé ne s'est pas effondré. Bien au contraire, selon les chiffres de l'Observatoire national du tourisme, en 2017, le secteur a rapporté plus de 52 milliards de francs CFA, et ce, en grande partie grâce au tourisme interne. C'est un sujet signé Rémi Lambert-Nébier. Le secteur touristique burkinabé se montre résilient face à un climat sécuritaire défavorable. Plus de 510 000 touristes ont été enregistrés dans le pays en 2017, soit une hausse de 4,9% par rapport à 2016, selon les données publiées en 2018 par l'Observatoire national du tourisme. Et ce dynamisme s'explique tout simplement par le fait que les Burkinabés eux-mêmes explorent de mieux en mieux leur pays. Les Burkinabés commencent à visiter leur propre pays, à visiter les sites touristiques. C'est ainsi qu'on constate qu'en 2017, les sites les plus visités, ça a été les granits de Lango, les cascades de Canfiguera. Les Burkinabés commencent à découvrir les pays, à voyager avec leurs familles, et donc ça fait grimper les recettes. Et au nombre des recettes, on constate qu'en 2017, on a eu plus de 52 milliards de francs CFA qu'on a pu récolter. L'arbre ne doit cependant pas cacher la forêt. La situation sécuritaire a un réel impact sur le secteur, même si elle ne dissuade pas les étrangers à opter pour la destination Burkina. Ils affluent toujours pour une raison ou pour une autre, mais le constat qui se dégage est que les motifs safari et chasse ont drastiquement baissé. Les touristes, au début, quand ils venaient, ils préféraient aller dans la région de l'Est parce qu'il y a... Vous savez que là-bas, il y a la concession de charges, ce que les touristes aiment. Mais en 2017, on a constaté que là-bas, les chiffres ont baissé. Et l'une des raisons que nous, au niveau du journal, on avance, c'est que, comme les gens venaient, quand les touristes arrivaient, ils partaient dans la région de l'Est, il se trouve qu'avec les premières incursions dans cette partie, avec les attaques terroristes, cela a fait chuter le taux jusqu'à moins de 67,6%. Donc il y a eu un impact sur le secteur touristique. La situation sécuritaire impacte malheureusement les motifs les plus rentables, le safari et la chasse. Mais la principale leçon vient du fait que l'avenir du tourisme burkinabé réside dans la fréquentation interne qui constitue un véritable potentiel à explorer. On parle
parle encore d'économie, mais cette fois-ci sous sa forme entrepreneuriale. 3 Burkinabés vont participer à la 7e édition du African Pitch Roadshow, une compétition au cours de laquelle un porteur de projet doit convaincre un jury en quelques minutes seulement sur la qualité de son travail. Elle se déroulera au Maroc du 12 au 13 juin prochain. Les 3 candidats burkinabés ont été choisis ce week-end. Sandrine Zougouri. Après une première participation qui s'est soldée par un échec, Jacob Ouedraogo n'a pas cessé de se battre. Aujourd'hui, il tente sa chance et le compte est bon. Jacob Ouedraogo est retenu pour la grande finale de African Pitch Roadshow. Promoteur du Take Joey, il n'est pas le seul. Sur 15, ils sont seulement 3 qui défendront les couleurs nationales à Casablanca au Maroc les 12 et 13 juin prochains à travers leur projet. Je prie que tout ce que nous allons aller faire au Maroc soit un succès, que nous puissions, puisque la compétition poursuit à Casablanca, alors que nous puissions pouvoir aller défendre les couleurs du pays. Voilà, qu'à notre retour, nous puissions remporter le succès avec nous. Donc, nous prenons ça comme un défi pour représenter valablement les jeunes entrepreneurs burkinabés qui cherchent à se faire briller à la fois sur la scène nationale mais aussi sur la scène internationale. Donc, notre objectif, c'est de revenir au Burkina avec un des prix, ou du moins un des prix qui sera décerné durant en fait, les compétitions à Casablanca. Cette rencontre des porteurs de projets et start-up africains va permettre aux participants de faire valoir leur talent et de mieux se connecter à d'autres réseaux. La compétition consiste à dénicher les potentiels promoteurs des projets innovants dans l'Afrique, puis retenir 3. Et ces 3 iront à Casa, dans le cadre de Hub Africa, pour compétir effectivement avec ceux-là qui seront sélectionnés au niveau de l'Afrique, au niveau des États-Unis. Dans ce cadre-là, donc c'est intéressant de voir venir des talents exprimer donc leur créativité donc à l'occasion donc de la finale de pitch qui se tiendra à Casablanca. Le but en fait derrière, c'est en fait d'accompagner ces acteurs-là de manière à les faire grandir, à réaliser leurs projets. Pour les sélectionnés du Burkina Faso, les responsables n'ont pas manqué de leur prodiguer quelques conseils afin qu'ils réussissent leur passage. Pour les 3 qui iront compétir à Casa, c'est pour dire il faut qu'ils s'exercent encore davantage. Ils vont croiser d'autres grands gabarits qui vont aussi compétir. Donc ils doivent mieux se préparer et améliorer les présentations. Okay? Et je crois que on pourra gagner. Et qui sait qui viendront avec le grand trophée de Hub Africa. African Pitch Roadshow, c'est une compétition qui consiste à démontrer en quelques minutes la pertinence de leur projet. Une édition placée sous le thème Open Innovation au service de la PME africaine. L'Allemagne apporte son appui au Burkina Faso dans la lutte contre la traite des enfants, et ce, à travers son programme Fonds Enfants et Jeunes, un programme dont la 6e phase a fait l'objet d'un atelier pour une meilleure structuration. Sandrine Zougouri. En 3 ans, la République fédérale d'Allemagne ambitionne réduire considérablement le phénomène de la traite des enfants au Burkina Faso. À travers son programme Fonds Enfants et Jeunes, la coopération allemande contribue à l'avancement de la promotion des droits humains en général et ceux des enfants en particulier. Ce projet, qui a sa 6e phase, a été l'objet d'un atelier au cours duquel les différentes décisions seront prises pour une meilleure planification opérationnelle du dit projet. De proposer ici, à travers cet atelier-là, des activités structurantes à même de faire face à la traite contre les enfants, mais aussi des solutions palliatives pour la formation des enfants qui, effectivement, pour nous, apparaissent comme les solutions les plus structurantes aujourd'hui. Entamé depuis janvier, ce projet a pour objectif de consolider les acquis des phases précédentes et améliorer la situation des enfants et des jeunes menacés
par les pires formes de travail et de chômage. Et pour cela, les acteurs peuvent compter sur l'accompagnement du ministère en charge de la solidarité qui assure la tutelle technique du projet. Faire un plaidoyer aux autres partenaires et à la République fédérale d'Allemagne aussi de continuer cet appui et d'augmenter le budget afin que nous puissions, parce que nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, la population du Burkina Faso est à majorité jeune, plus de 69% à moins de 25 ans. Et vous savez que ce projet est focalisé pour les enfants de moins de 25 ans. Donc vous voyez que la demande est forte. Mon département sera aux côtés de ce projet pour permettre aux enfants qui sont exposés aux pires formes de travail et qui sont exposés au chômage et puis vous savez, qui peut entraîner tous les fléaux, puissent être pris en compte, aidés à être réinsérés dans la société afin qu'ils soient des acteurs de développement de notre pays. Les enfants, c'est notre futur, c'est le futur en Allemagne, mais également le futur Burkina. Et de soutenir les droits de l'enfant, c'est la base pour créer des perspectives pour une nouvelle génération. Et comme Madame le ministre l'a dit, il y a une grande jeunesse ici et donc il faut les donner quand même les opportunités d'avoir un bon avenir. Les travaux de cet atelier portant sur la planification opérationnelle des activités du fonds devront permettre au projet d'atteindre des résultats à même de donner de l'espoir aux enfants et jeunes vulnérables des régions du sud-ouest, de l'Est et du centre-Est. Le budget alloué pour sa mise en œuvre est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Voilà, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, c'est l'image de ce 18 février à l'Assemblée nationale, les larmes du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Christophe Dabiré n'a pas pu se contenir lorsqu'il a évoqué la nécessité pour le Burkina Faso d'aller à la réconciliation nationale et à l'unité. Il faut dire que le Premier ministre a reçu l'onction des parlementaires avec 84 voix pour, 19 contre et 23 abstentions. Le point de la session avec Luc Pabelgem. À changer la réalité dans le sens profond de notre rêve. L'instant est empreint d'émotion. Le Premier ministre, à un quart de page de la fin de sa déclaration de politique générale, fond en larmes. Le chef de l'exécutif insiste pour terminer son discours de 25 pages, mais est invité à s'asseoir par le Premier ministre afin de reprendre ses esprits. Nous avons le document avec nous. Je voudrais... Excellence, Monsieur le Premier ministre, je suis le maître ici. Je vous ordonne d'aller vous asseoir. Rarement à l'hémicycle, une telle scène s'est produite à la majorité, on comprend. Je pense que le Premier ministre, comme il l'a dit lui-même, et comme beaucoup d'entre nous, les députés, l'avons constaté, il s'agit plus de l'émotion, parce qu'il était non seulement à la fin de son discours, et il était sur un chapitre qui lui paraissait certainement important, puisque c'était le chapitre de la réconciliation nationale, le chapitre de la cohésion. Je pense que le Premier ministre a certainement, pendant une heure et demie, n'a pas pu retenir son émotion. Et puis, bon, a dû véritablement se fondre, nous donner quelques larmes. Mais je pense qu'il a communié avec la plénière de l'Assemblée. Vous avez suivi la suite, nous avons tous communié. Mais à l'opposition, on craint. L'homme est-il à la hauteur de la situation? Moi, je pense qu'effectivement, il était émotionnel. Et bon, j'ai l'impression aussi que je ne sens pas bien. Parce que peut-être qu'il a des problèmes de santé. Bon, je comprends qu'il est âgé, il a 71 ans, un peu plus, suivi de l'émotion et puis peut-être d'une détérioration peut-être de son état de santé. Et bon, c'est dommage qu'on n'a pas pu suivre le discours jusqu'à la fin. Mais bon, moi je lui souhaite meilleure santé et bon rétablissement et qu'il puisse garder ses émotions parce que la gestion du pouvoir n'est pas facile. Actuellement, il porte un fardeau et c'est pas au combat, par exemple, que tu vas pleurer, laisser les soldats derrière quand tu es capitaine.
Donc il faut supporter et conduire les troupes. C'est ça aussi la responsabilité au sommet de l'État. Loin de se laisser abattre, Christophe Joseph-Marie Dabiré revient avec plus d'énergie et convainc les députés. Vous savez, je voudrais vous rassurer sur certains points. Premièrement, le caractère entier de ma prestation ne tient pas à mon âge. C'est l'éducation. J'ai toujours été entier dans ce que je fais, j'ai toujours dit la vérité quand il fallait. Mon prédécesseur avait certainement décliné un certain nombre d'axes. Il a essayé d'avancer. Je viens aujourd'hui continuer le travail qu'il a commencé. C'est ce qu'on appelle la course de relais. Chacun court et celui qui vient essaie de courir mieux pour que le relais arrive à destination. Je suis convaincu que le député qui a parlé des déclarations de politique générale se ressemble. J'ai lu quelque part qu'il avait fait un rêve, que le président Roch l'avait appelé pour lui proposer d'être Premier ministre. Je suis sûr que si son rêve avait été réalisé, sa déclaration de politique générale aurait été identique à la mienne. Ainsi, le Premier ministre Dabiré a respecté l'article 63 de la Constitution qui stipule que dans les 30 jours suivant sa nomination, il fait une déclaration de politique générale. Son adoption vaut investiture. Les groupes parlementaires MPP, Burkina Lim ont donné leur quitus. Les groupes CDP et PJRN se sont abstenus. Le groupe RD n'a pas donné de consigne de vote et l'UPC a voté contre, ce qui a donné 84 voix pour, 19 contre, 23 abstentions et un bulletin nul. Christophe Marie Joseph Dabiré a carte blanche pour dérouler sa feuille de route à la tête de l'exécutif burkinabé. Lutter contre l'insécurité, le terrorisme en comptant sur tous les Burkinabés, lutter contre la mauvaise gouvernance et restaurer la cohésion sociale. Ce sont là les axes majeurs autour desquels il compte mener sa mission à bon port. Voilà, les larmes du Premier ministre à l'Assemblée nationale, une séquence totalement inhabituelle. C'est peut-être un moment d'histoire que nous avons vécu. Nous parlons d'histoire encore, mais cette fois-ci d'histoire cinématographique. Dans moins d'une semaine, c'est-à-dire le 23 février prochain, va débuter la 26e édition du FESPACO. Une 26e édition qui coïncide avec le 50e anniversaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ce soir, nous revenons sur l'histoire du FESPACO. Comment s'appelait-il à sa première édition? Comment a-t-il évolué? Et surtout, quels sont les débuts, quels sont les défis majeurs auxquels il doit faire face 50 ans après? Élément de réponse avec Alfred Thirier. Ouagadougou, place des cinéastes. Le lieu de mémoire par excellence du cinéma africain. Ici se déroule à chaque édition du FESPACO une cérémonie de libation en la mémoire des cinéastes disparus. Sur l'une des avenues de cette place sont érigées des statues dont celle d'Ousmane Sembène. Ce lieu, devenu une vitrine pour le Burkina Faso, renferme en lui-même l'histoire du FESPACO. Nous sommes en 1969. Des hommes et des femmes, mus par la volonté de faire voir aux Africains des films faits par eux et par la diaspora, conçoivent le FESPACO dénommé à l'époque Semaine nationale du cinéma africain. Loin des strass et paillettes, il se tient donc dans ce pays au cœur de l'Afrique occidentale, loin des plus prestigieux festivals du cinéma africain, le Festival de la cinéphilie pure. À sa première édition, il s'appelait la Semaine du cinéma africain. L'appellation FESPACO au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou intervient en 1972. À partir de 1993, la dimension télévision est inclue, faisant désormais du FESPACO non plus seulement le Festival du cinéma africain, mais aussi le Festival de la télévision. Plusieurs mutations pour répondre à des exigences ponctuelles. Des images de l'Afrique, par l'Afrique et pour l'Afrique pendant un demi-siècle, le FESPACO est désormais sur son piédestal. L'étalon d'or de Yenenga introduit en 1983 et qui inclut de facto la dimension compétition FESPACO n'est plus qu'un simple trophée. Il est devenu, si besoin en était, un label de qualité. 50 ans que le FESPACO fait son bonhomme de chemin, domptant au passage les enjeux professionnels, les fonctions pédagogiques du cinéma et sa dimension économique ont été appréhendées. L'industrie du cinéma s'est fortement développée sur le continent. L'essence même du MICA, le marché international du cinéma et de la télévision africain, introduit en 1982 et qui est à sa 19e édition.
Le FESPACO, il faut le rappeler, la mémoire du cinéma africain. Contre vents et marées, il s'est imposé comme le plus prestigieux festival du cinéma sur le continent. Sa marche est radieuse, son succès, comme on dit, retentissant. Mais le plus dur reste à faire. Le FESPACO doit continuer d'exister en dépit de la conjoncture nationale et le contexte international marqué par la prédominance du cinéma européen, asiatique et américain. Il se pose donc et avec acuité la problématique du financement de cette biennale du cinéma. Comment, par qui et pour quel impact? L'avenir du FESPACO repose sur les réponses à ces questions. En attendant d'y voir plus clair, la célébration du jubilé d'or s'annonce grandeur nature. Et pour terminer, ce n'est pas du cinéma, mais de la réalité. Oui, une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale a été retrouvée à Paris dans un périmètre habité. L'opération de son désamorcement a été une réussite. Tout un quartier de Paris à l'arrêt. Quelques 1800 personnes ont été évacuées dimanche matin près de la porte de la Chapelle, dans le nord de la capitale française. En cause, une bombe d'aviation datant de la Seconde Guerre mondiale. L'obus a été déplacé puis déposé dans un caisson creusé au préalable. Un système de mise à feu l'a fait ensuite exploser. L'opération s'est déroulée sans incident. La découverte date d'il y a 2 semaines et n'est pas courante à Paris. C'est assez exceptionnel puisque la dernière bombe qui a été retrouvée, c'était au début des années 2000 et c'était dans la Seine. Donc c'est la première fois depuis très longtemps qu'on trouve une bombe dans un périmètre occupé. Mais... La circulation des trains au départ et à l'arrivée de la gare du Nord a été fortement perturbée par l'opération. Une partie du périphérique a été temporairement fermée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision BF1 tout à l'heure à 20h15. Ça sera le journal amoureux, l'équipe Wakato, présenté par Eric Soudré. Et puis à 21h00, le Sport Time avec John Williams Sonda. Merci de votre fidélité.